Alors, on va continuer avec la deuxième partie de notre intervention du jour en ce qui concerne évidemment l'AES, en ce qui concerne surtout le Burkina Faso. Mais avant, on va écouter ceci. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. On vous remercie en avance pour votre attention. Je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir. Je ne sais pas guérir. Je vous remercie. Alors, ce message, on l'a décortiqué la dernière fois. Voilà, permettez-moi de continuer. Voilà quelqu'un, c'était Yacouba Traoré. Keïta, tu fais une mauvaise analyse sur la politique américaine. Trump est un gros problème. Moi, je m'en fous s'il est un problème pour toi. Vous savez, quand les gens sont pervertis moralement, intellectuellement, psychologiquement, culturellement, sociologiquement, historiquement, tel que ce gars, je réponds parce qu'il y a des gens certainement qui vont lire son message qui n'a aucun sens. Donc je réponds pour que les gens comprennent ma position. Tu connais pas l'Amérique mieux que moi. Peut-être, si jamais même tu es là-bas, peut-être que tu es un petit chauffeur de taxi ou tu travailles, je sais même pas si tu es là-bas. J'ai travaillé dans la haute sphère aux États-Unis, dans le milieu politique. J'ai travaillé aux États-Unis. Il n'y avait pas de noirs, petit. J'ai travaillé avec ce qu'on appelle les caucasiens, c'est-à-dire les hommes blancs, à Hollywood. Donald Trump, si tu ne connais rien, tu la fermes. Moi, c'est le conseil que je te donne. Yakou Traoré, tu connais rien, tu la fermes. Je ne soutiens personne sans prendre le temps de connaître la personne. Je ne soutiens personne, je ne défends aucune cause si je ne prends pas le temps de... Bon, voilà des pervertis qui vont écouter n'importe quoi, des journalistes qui disent des bêtises, c'est pas de ça que je parlais tout à l'heure. Il y a des gens qui parlent, vous allez leur poser la question, mais pourquoi tu dis ça? Il sera même incapable même de répondre. Maintenant, quelqu'un comme ça, là, tu vas lui poser la question. Pourquoi Trump est un problème? Il ne pourra pas répondre. Il va répéter seulement comme un perroquet ce que certains journalistes opposés à Trump vont dire. Mais quand tu lui demandes, qu'est-ce que tu sais de Trump?
Qu'est-ce qu'il a fait? Il est problème. Quel est le problème? Il ne pourra jamais vous répondre. Jamais. Jamais. Et tu me dis, pourquoi Trump est un bon candidat? Mais je vais te répondre tout de suite. Trump est un bon candidat parce qu'il est contre l'immigration illégale. Alors si tu es là-bas illégalement, commence à préparer tes bagages parce qu'il va te foutre dehors. Si tu es là-bas illégalement, si ça court ça, c'est un problème là. Mon frère, commence à préparer tes bagages parce qu'il va te foutre dehors. Je suis contre l'immigration illégale. Ça, c'est un. Trump se bat pour donner une meilleure position à son pays. Ça veut dire quoi? Il se bat pour donner les opportunités aux Américains. Ce que nous demandons à notre président dans le Sahel. Créer les opportunités. Quand vous ne savez rien, vous fermez vos gueules. Moi, je peux faire là une conférence de presse sur Donald Trump jusqu'à demain matin et puis donner toutes les raisons pour lesquelles je le soutiens. Mais toi, tu ne peux même pas donner. Tu dis c'est un gros problème. Un gros problème, ça veut dire quoi? Un gros problème là, c'est une position. Un gros problème, c'est un argument. Un gros problème là, ça veut dire quoi? C'est un gros problème, ça veut dire quoi? Il t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu attends de lui, il n'a pas fait? Mais vous voulez parler de n'importe quoi, de bêtises, vous ne comprenez même pas. Pendant le mandat de Donald Trump, il a créé autant d'opportunités d'emploi parce que ça, c'est ça aussi le problème, pour les latinos et les noirs. Il a dit, parce que il y a une chose aux États-Unis que ces petits-là, quand ils sont là-bas, ils savent pas. Et c'est eux-là qui veulent vivre sur le dos des Américains, sincères et honnêtes. Vous allez aux États-Unis aujourd'hui, votre souhait, je dis, mais votre souhait, qu'on vous inscrive dans ce qu'on appelle le système d'allocation. Vous n'avez pas c'est-à-dire vous acceptez, vous-même vous acceptez votre femme, et puis vous dites au gouvernement, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas nourrir mon enfant. Trouvez-moi une maison. Et puis le gouvernement vous donne une maison. Food stamp, c'est-à-dire, on vous donne une carte pour la nourriture. Chaque fin de mois, l'argent va directement dans votre compte. On vous donne, on vous donne, on vous donne, on vous donne. Voilà des gens comme ça. Et Trump dit ça. La mendicité constitutionnelle, la mendicité perpétuelle, la mendicité sociologique, historique, je n'en veux pas. Que chacun travaille, c'est le mérite. Voici ce qui dit qu'il est mauvais ici. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu vis. Peut-être que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu es venu dans dire de Keïta. Tu crois peut-être que tu peux contredire Keïta. Est-ce que tu crois que tu as l'intelligence, l'expérience, la sagesse, la compréhension pour contredire Keïta? Gros problème là, ça ne veut rien dire. Gros problème là, c'est quoi? Toi-même, tu as un gros problème ici parce que tu avais dit une bêtise, tu as un gros problème. Soit me dit Keïta, pourquoi il y a un gros problème? Maintenant, je vais te définir, je vais te développer pourquoi tu as un gros problème. Tu as un problème avec Trump et tu es incapable de développer ton argumentation. C'est un gros problème. C'est comme ça que tu vas élever tes enfants. C'est comme ça que tu crois que c'est ça. Depuis que tu es assis là, ça fait 1h23. Est-ce que je suis en train de balbutier? Non. Je suis en train de dire des choses sans répéter les mêmes choses. Depuis 1h23. Et là, je n'ai même pas encore fini. Et toi, tu crois que tu es assez intelligent pour venir raconter ta petite vie de merde, Trump, c'est un problème. Bon, si c'est un problème, il faut le tuer. Alors, on a écouté Frédéric Ewe-Mewe. Pourquoi Frédéric Ewe-Mewe parle ici? Je vais vous dire une chose. Beaucoup d'Ivoiriens, certainement, auraient souhaité ne pas parler. Mais pourquoi beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui estiment qu'il faut qu'ils parlent? Nous disons infiniment merci au capitaine Ibrahim Traoré, qui a osé. Il n'a pas seulement osé. Il a poussé les boutons au-delà de ce qu'on pouvait accepter, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, au-delà de ce qu'on croyait possible. Ils n'ont pas besoin d'élections chez eux. Chez nous, pardon. Je disais à un de mes jeunes frères aujourd'hui, je dis, tu sais, l'élection est la seule chose que je peux appeler politique. En dehors des élections, je ne vois même pas le concept politique. En quoi le concept politique doit s'appliquer?
La politique se résume tout simplement à un choix. Qui vous voulez voir comme dirigeant? Qui vous voulez voir comme responsable? Le reste, c'est du verbiage creux. La politique se limite uniquement à opérer un choix. La liberté de choisir celui que vous voulez comme dirigeant. Le reste, c'est du verbiage. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant cette histoire de démocratie ou de politique dont nous parlons aujourd'hui, est-ce que avant, au moment où c'était l'Empire du Mali, on ne faisait pas la politique à cette époque? Mais quel était le nom qu'on utilisait pendant l'Empire du Mali, le Royaume du Mali, le Royaume de Songhai, tout ce que vous connaissez? Les grands empires, les empereurs, les rois, les chefs traditionnels. Mais il y avait ce qu'on appelle l'organisation sociale de la société, que nous pouvons appeler politiquement, ou nous pouvons appeler philosophiquement, l'organisation socio-politique de la société. Parce que la politique implique le débat idéologique, le concept idéologique, la vision idéologique. Voilà moi ma vision, comment je veux diriger mon pays. Voilà lui, sa vision, comment il veut diriger le pays. Voilà le sens de la politique. En dehors de ça, il n'y a plus d'autre politique. C'est le choix que nous opérons. C'est le choix que nous laissons à l'approbation de ceux qui veulent nous accorder leur suffrage. La politique est vraiment banale. Le reste là, c'est verbiage, je le répète. Pourquoi? Chez moi à la maison, dans ma famille, en tant que chef de famille, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire comment élever mes enfants. Mon père m'a légué une éducation. Cette éducation, je la transmets à mes enfants en veillant à l'adapter aux réalités du jour. La manière dont nos papas nous ont coincés, je ne peux pas coincer Gaussou comme ça, mais j'adapte ce qu'ils ont fait en coinçant Gaussou, mais pas de la même manière que mon père l'a fait. Parce que lui-même, il nous a coincés pas de la même manière que son père a fait. Lui-même, son père et son père, donc au fil du temps, au fil du siècle, au fil de l'histoire, on adapte et puis on avance pour maintenir le socle social de la vie en communauté. Alors, dans mon voisinage, la vie que je mène avec mes voisins dans le même quartier, c'est de veiller à ce que je comprenne ceci. Ma liberté prend fin là où la liberté des autres commence. Ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. S'il y a des violations, s'il y a des choses qui sont incompatibles avec les normes de la société, je me réfère à une institution, c'est-à-dire une institution judiciaire, c'est-à-dire la police. Alors, parce que l'organisation de la société n'a pas commencé avec la démocratie, soi-disant, d'ailleurs, la démocratie a commencé quand? La démocratie a commencé en 1789, je crois, 14 juillet 1789, la Révolution française. Mais la Révolution française a été inspirée par qui? Inspirée par des réflexions philosophiques, qui a dit il faut détruire la société avec la vision actuelle, la monarchie actuelle, la royauté, les empereurs. Ce sont des ennemis du peuple. Il faut les... Mais vous n'avez pas eu l'idée des empereurs qui ont été égorgés, des reines qui ont été égorgées, tout ce que vous avez, la dynastie, ils ont tué tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, c'est eux, les ennemis du peuple. Donc, il faut instaurer un nouveau système. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'expression populaire dans la liberté souveraine et légitime. Voilà d'où est parti le fondement du concept même de la démocratie. Mais, comparer ou faire de la démocratie comme la démocratie égale la politique. Non. Même les régimes autoritaires, les régimes
des dictateurs. Ils font leur politique. La politique, c'est la gestion sociale de la société, c'est tout. Cette mauvaise interprétation du concept de la politique a créé de sérieux problèmes. Je répète, cette mauvaise interprétation de la politique a créé, quand nos pays étaient encore, enfin, quand nos États, entre griffes, quand nos peuples vivaient encore sous l'emprise des royaumes, mais la politique existait à cette époque. Quand c'était les empires, la politique existait. La politique n'est rien d'autre que l'organisation sociale de la société. Voilà la politique. Maintenant, la démocratie, si on vous pose la question entre la démocratie et la politique, qu'est-ce qui est qui vient avant qui? Est-ce que c'est la démocratie qui vient avant le peuple, avant la politique, ou c'est la politique? Mais la démocratie a trouvé la politique comme une norme sociale de gestion. C'est par rapport aux égarements, aux erreurs de la politique que la démocratie a vu le jour. On a tué l'élite, on a tué les monarques, et on a dit que le pouvoir revienne au peuple. C'est ça la démocratie. C'est que le pouvoir reprenne, que le peuple reprenne le pouvoir. C'est ça la démocratie. Mais est-ce qu'avant la démocratie, la politique n'a pas existé? La politique a existé puisque nous étions dans des gestions d'empire ou de royaume, de canton, de chefferie, chef de village, chef de quartier, roi, empereur. Tout ça, ça a existé. Mais ce n'était pas la démocratie. C'était une forme de gestion politique. Ça, si on ne comprend pas, et puis on rentre dans le jeu de démocratie, démocratie politique, démocratie, on va tout bafouer. C'est pourquoi quand Ibrahim parle, il est dans une forme de compréhension et de gestion politique. Et quand Meoué vient ici, et puis il interpelle le président Ouattara, les Ivoiriens aujourd'hui se disent, ah, Ibrahim est venu avant-hier. Si ils ont aujourd'hui le nucléaire, mais c'est fini pour nous. Pourquoi c'est fini pour nous? Le nucléaire est une énergie bon marché. C'est le nucléaire qui a financé le développement du Japon, de la Corée du Sud. C'est le nucléaire qui a financé le développement de la Russie, de la Chine. La plupart de tous les grands pays au monde, les industries, ont été construites pour la plupart avec des énergies bon marché. Les énergies bon marché, surtout l'énergie nucléaire. Quand vous avez une énergie bon marché, vous avez une multitude d'opportunités de création d'entreprises. Et vous êtes pourvoyeur d'opportunités pour le peuple. L'emploi est là et le peuple s'en sort parce que le courant sera bon marché. Alors imaginez, on finit l'énergie de Burkina et puis on paye le kilowatt au Burkina Faso à 25 francs. Le même kilowatt, on le vend à Côte d'Ivoire à 500 francs, 600 francs. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Alors, quand vous attendez ces multiples tentatives d'assassinat, de déstabilisation du Burkina, voilà une des raisons. Souvent, on parle, mais on ne développe pas suffisamment. On parle, on n'analyse pas suffisamment. On parle, on n'évoque pas suffisamment les raisons. Aujourd'hui, imaginez que le Burkina vend son énergie à 15 francs le kilowatt, 25 francs le kilowatt. Au plus grand mot, 30 francs le kilowatt, pendant qu'il est vendu à 300, 400 et 500 francs en Côte d'Ivoire. Mais vous allez voir, il y a un phénomène, il y a un épiphénomène qui va se passer. Ça veut dire quoi? Vous allez assister à l'inversion des tendances. C'est-à-dire, les Burkinabés établis en Côte d'Ivoire, plus de 60 à 70%, voire 80% vont plier bagages pour entrer au Burkina Faso. Parce que les opportunités sont... La source d'énergie bon marché va créer les opportunités. Ils ont fui le Burkina parce qu'ils voulaient une meilleure vie en Côte d'Ivoire. Et le Burkina offre aujourd'hui des meilleures possibilités de vie, mieux qu'en Côte d'Ivoire. Là où ils seront obligés de payer le courant à 600 francs, ils vont le payer à 30 francs, 25 francs, 50 francs au Burkina. Les opportunités sont là. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? C'est le sens inverse. Ils vont plier barrage de suite, ils vont venir au Burkina.
C'est ça que les gens les plus avertis savent. Comme Dieu a établi son baobab, le baobab de Dieu qui est à Cheikh Oumar, je vous parle et je vous mets au défi. Marquez la date d'aujourd'hui comme date de référence, comme information cruciale. Tous marquez la date d'aujourd'hui et puis regardez l'accomplissement des événements. Quand nos trois États auront établi, sans équivoque, l'accession à une énergie bon marché. Mais vous croyez que les gens vont rester au Sénégal? Ce qui va se passer, les entreprises ivoiriennes vont venir s'installer dans l'AES, produire dans l'AES pour aller vendre en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que l'énergie en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas l'acheter. Ils ne peuvent pas produire et vendre et réaliser des profits. Donc, ils viendront. Ce sera le même phénomène auquel on a assisté en Chine, en Turquie, en Inde, et puis en Russie. Que s'est-il passé en Russie? Beaucoup d'entreprises européennes sont allées s'installer en Russie. Ils produisent et puis viennent vendre en Europe. Beaucoup de, comment on appelle ça? Beaucoup d'opérateurs économiques, les grandes marques ont installé leurs boutiques. Même les iPhones que j'utilise là, sont installés où? En Chine. Il y a deux étapes. Il y a une étape où les gens font tout en Chine, mais il y a des étapes où il y a des parties où ils font aux États-Unis. Les films, c'est la même chose, c'est-à-dire les pays latinos. Parce que l'énergie est moins chère, la main-d'œuvre est moins chère. Donc nous allons donner deux choses. Une énergie moins chère avec des ressources humaines. Les gens vont, je vous dis aujourd'hui, le baobab de Dieu est en train de parler. Détestez-moi, je m'en fous. Mais vous allez vivre ça. Le baobab de Dieu vous donne une information aujourd'hui. Nous sommes déjà vendredi. Il est déjà minuit 23. Donc l'information que je donne, c'est sous le regard de ce grand jour, le vendredi, un vendredi saint. Le premier vendredi, je crois, du mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Alors je répète ce que je dis. Nos États vont avoir accès à de l'énergie bon marché. Et l'énergie bon marché, vous le vendez bon marché. En le faisant, l'AES va devenir un marché d'attraction. Une zone d'attraction pour qui? Pour les entreprises. Même les entreprises européennes vont venir ouvrir des succursales chez nous. Parce que l'énergie est moins chère, ils produisent chez nous, ils vont vendre en Europe. Ils produisent chez nous, ils vendent dans l'autre partie de l'Afrique. C'est ça. Pourquoi on veut déstabiliser l'AES? Beaucoup de gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est une des raisons. C'est une des raisons. Ils veulent pas que l'épiphénomène de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de la Turquie ne se produise au sein de l'AES. Avoir accès à une énergie bon marché, tout de suite, les entreprises vont courir, venir au sein de... Mais vous croyez que les gens vont rester en Côte d'Ivoire? Vous croyez qu'ils vont rester au Sénégal? Vous abusez mal. Les gens risquent de quitter dans des pays africains, ce qui vont vous surprendre, venir installer leurs entreprises chez nous. Parce qu'on a... Et pourquoi Ibrahim va aller plus vite avec l'énergie bon marché? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Merci, Ebadou. C'est à cause de ça. Les gens ne comprennent pas. Non. Nos chefs d'État militaires, c'est vrai, mais ils sont très intelligents. Vous croyez que nous voulons l'énergie? Nous, attendez, pourquoi un petit pays comme nous, on a besoin d'une énergie nucléaire civile? Pourquoi? On a besoin de ça, pourquoi? C'est parce qu'on veut s'attirer les plus grandes entreprises installées au sein de la CEDEAO. On veut les amener chez nous. Les Marocains vont venir construire chez nous. Les Algériens qui nous battent, qui veulent nous faire parler, ils vont venir construire chez nous. Les Européens, ils vont venir construire chez nous. Pourquoi? Parce qu'on aura une énergie bon marché, on aura une main-d'œuvre qui n'est pas exorbitante. Parce que la Chine n'est pas développée aujourd'hui.
Alors, réfléchissons comme ça. C'est comme ça que voient les choses. C'est comme ça que marchent les choses. Et c'est ça l'objectif de nos présidents. L'AES, contrairement à ce qu'on vous dit, on va sortir des CDA, oui, oui. On va sortir de l'IFRA, c'est pas, oui, oui. Moi, je mets tous ces grands menteurs, ces gros menteurs qui se disent spécialistes économistes là. Écrivez ce Keïta a dit, comme ma soeur vient de le faire. Marquez la date d'aujourd'hui, et puis regardez tous ces minables qui se disent économistes, et puis regardez la fin de l'AES. Quand on va arriver, quand les énergies là vont commencer à opérer, regardez le mouvement qui va s'opérer. Regardez, comment on appelle, comment les gens vont affluer dans le pays. Nous, on va atteindre les 100 millions à moins de 2 ans. Parce que tous les Burkinabés établis dans certains pays vont rentrer. Tous les Maliens, en tout cas 80% vont rentrer. 80% des Burkinabés vont rentrer. Les Nigériens. Pourquoi vous allez souffrir chez les gens alors qu'il y a des opportunités qui se créent chez vous? Pourquoi vous ne rentrez pas dans vos pays? Ils vont rentrer. Et s'ils rentrent, ça fait quoi? Ils vont pas rentrer pour devenir une charge. Ils rentrent pour prendre part à l'essor économique, au boom économique, parce que les opportunités sont là. Est-ce que vous avez vu ça venir? Donc, laissons les gens crier. Nous, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Et je vous dis, sans risque de me tromper, quand ça va commencer, beaucoup de gens vont regretter. Moi, souvent, je dis aux gens, ne vous faites pas compter. Ne dites pas, ah si je savais. C'est pourquoi j'interpelle souvent la diaspora. Commencez à réfléchir comment vous allez revenir. C'est vrai que c'est pas dans l'immédiat, il faut penser tout de suite et puis réaliser tout de suite. C'est pas ce que je dis. Vous commencez à vous projeter. Déjà, d'accord, vous allez d'abord commencer à observer cette histoire d'énergie là, ça va où? Vous commencez à regarder cette histoire d'énergie. Quand vous commencez à voir que l'énergie est là, bon marché, et quand vous commencez à constater un mouvement, un flux migratoire vers l'AES, vous allez voir que beaucoup de pays aussi. Mais quand on dit on veut un passeport AES, on veut une carte nationale d'identité AES, les gens ne savent pas pourquoi on dit ça. Parce que nos présidents sont en train d'anticiper sur ce flux migratoire qui aura lieu. Ce flux migratoire, moi, je ne vous donne pas 3 ans, je ne vous donne pas 4 ans. Au grand maximum, dans les 5 prochaines années, 5 ans au grand maximum, ce flux migratoire va commencer. 5 ans, dans 5 ans maximum, les gens vont commencer à venir peupler l'AES. Et vous allez voir que les grosses entreprises du Nigeria, qui ont des problèmes d'approvisionnement en électricité, ils vont venir. Ils auront la possibilité soit de s'installer au Burkina, soit de s'installer au Niger, parce que l'énergie sera moins chère. Les pays qui sont proches du Mali, les gens vont venir s'installer au Mali. Ceux qui sont proches du Burkina vont venir s'installer au Burkina. Ceux qui sont proches du Niger, les gens vont le faire puisque c'est la zone des 3 pays. Et puis, les 3 pays vont appliquer le même taux. Ça veut dire quoi? Si le Burkina dit aujourd'hui que l'énergie est à 5 francs, l'énergie sera à 5 francs dans l'ensemble des 3 pays de l'AES. Le Burkina ne va pas le vendre à 5 francs, et puis le Mali va le vendre à 25, et puis le Niger va le vendre à 50 francs. Non. Ce sera un taux unique pour tous les 3 pays. Et là aussi, il faut que les gens le comprennent bien. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler. Keita, les investissements sont pas pareils. Oui, c'est toi qui le dis. Le Burkina fait son investissement. Le Mali va faire son investissement. Mais à un moment donné, ils vont travailler de façon collégiale et les décisions seront prises. Parce que si chacun avait allé dans son petit coin, dans son pays, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Le Burkina dit 5 francs, le Mali dit 20 francs, le Niger dit 30 francs. Ça ne marchera pas. C'est le Burkina qui va rappeler tout le marché par rapport au Mali et au Niger. Ça ne marchera pas. Donc, les 3 pays, à forcément, à un moment donné, vont s'asseoir et puis travailler pour la même dynamique. Donc, ça c'est une réalité. Ce n'est pas tout. Et vous allez voir que ce n'est pas tout. Hein. Je vais vous donner quelques exemples d'usines qui vont venir ici. Les usines de montage de véhicules. Ils vont faire ça ici. Ça veut dire quoi? Vous savez, pour, comment
comment vous le dire? Bon, la construction d'une voiture, vous avez besoin de moules. Les moules, c'est quoi? Les moules, ce sont ces trucs-là où on verse le liquide. Hein. Quand on dit le liquide, c'est le fer là. Et puis on dit, bon, la forme de la voiture, hein, les différentes parties, le capot, les portières, le coffre arrière, hein, les pare-chocs, tout ça autre là. Il y a les différents moules pour ça. Les gens se disent, mais attends, le Mali, au lieu d'aller jusqu'en Chine pour faire certaines choses, le Mali, ça nous revient beaucoup moins cher. Le Niger, ça nous revient moins cher. Le Burkina, ça nous revient moins cher. Mais pourquoi ne pas installer nos moules au sein de l'AES? Ils installent leurs moules ici. Ça peut être des moules de téléphone. Ça peut être des moules ça peut être des frigos. Hein? Ça peut être des frigos, des congélateurs. Ça peut être des voitures. Ça peut être des climatiseurs. Donc, les moteurs, là, les petites pièces de moteur, tout ça. Donc, ils savent comment ils font, mais ils installent tout parce qu'ils ont tout ça. L'énergie est moins chère. Puisque aujourd'hui, en Europe, faut pas en se blaguer. Pourquoi l'Europe investit plus en Chine? Mais quand vous regardez le bateau qui doit aller chercher en Chine et puis revenir en Europe, regardez le trajet, regardez la difficulté. Mais vous venez chez nous, le lendemain c'est arrivé chez vous là-bas. Vous venez, comment on appelle ça? Et c'est ce qui va faciliter aussi parce que nos autorités vont commencer à réfléchir à ça et c'est ce qui va faciliter l'ouverture des canaux pour que au moins les bateaux puissent entrer au Mali. Même si c'est pas les paquebots, mais les gros bateaux quand même. Parce que si vous devenez comme la Chine, l'Inde, la Turquie ou la Russie, vous devenez des pays d'opportunité de production de biens et de services, forcément vous devez avoir une façade maritime parce que si on a envoyé ça en Côte d'Ivoire au Sénégal, nous on perd beaucoup. On va perdre, nous en tant que pays. Si on veut tout capitaliser chez nous, il va falloir réfléchir à ouvrir un canal. Donc les moyens, les petits bateaux viennent, les gens finissent leur production, on les embarque et puis on les amène dans les différents pays où ils avaient été vendus. C'est ça qui est fondamental. Et c'est ça qui va arriver. Je vous jure que l'avenir au sein de l'AES, l'avenir est brillant, radieux, excellent. Mais cela va aller avec des grands défis, ça c'est clair. Ce sont des objectifs qu'on veut atteindre. Mais des gens feront tout pour nous empêcher d'atteindre ces objectifs. Vous croyez que parce qu'on veut ça, les gens vont dire, ah, allez-y, faites ça. Non. Ils vont essayer par tous les moyens de s'opposer. Mais c'est à nous qu'il appartiendra de travailler de façon dure pour ne pas se laisser compter, pour ne pas laisser quelqu'un imposer. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.